Paris ne tremble pas devant un simple discours. Paris s'inquiète lorsqu'un jeune dirigeant transforme ce discours en décision irréversible. C'est exactement ce que représente Ibrahim Traoré pour la France et pour tous ceux qui, depuis des décennies, avaient l'habitude de voir le Burkina Faso comme un territoire faible, dépendant, contrôlable. À 35 ans, il n'est pas seulement devenu le plus jeune chef d'État d'Afrique. Il est devenu le symbole d'un refus brutal, le refus de continuer à obéir à un ordre ancien. Le détail le plus explosif est là, selon le récit qui entoure son pouvoir. 10 à 8 tentatives auraient cherché à l'éliminer ou à le renverser. 18. Ce chiffre ne raconte pas seulement le danger autour de lui. Il révèle la peur que provoque sa stratégie. Car Ibrahim Traoré n'a pas seulement changé de ton, il a changé de cible. Il a exigé le départ des forces françaises. Il a dénoncé les réseaux de domination. Il a remis en question les circuits économiques qui permettaient à des intérêts étrangers de profiter des richesses burkinabées pendant que la population restait enfermée dans la pauvreté, l'insécurité et la dépendance. Chaque décision a frappé un nerf sensible. Quand il attaque la présence militaire française, il retire à Paris un instrument de pression. Quand il parle de souveraineté économique, il menace des intérêts installés depuis longtemps. Quand il défend les langues et l'identité locale, il touche au cœur même de l'héritage colonial. Voilà pourquoi l'affrontement dépasse la personne de Traoré. Ce n'est plus seulement un président face à une ancienne puissance coloniale. C'est un État africain qui tente de reprendre le contrôle de son territoire, de son nord, de son armée, de son récit et de son avenir. Mais cette rupture a un prix. À l'extérieur, les accusations de déstabilisation se multiplient. À l'intérieur, certains acteurs craignent de perdre leurs privilèges. Aux frontières, Traoré accuse des pays voisins de servir de relais à une pression plus large contre le Burkina Faso. Et pourtant, au lieu de reculer, il durcit sa ligne. Il transforme chaque menace en argument politique. Il transforme chaque attaque en preuve que son combat dérange. C'est ici que commence la vraie bataille, non pas celle d'un homme seul contre la France, mais celle d'un Burkina Faso qui veut prouver qu'il peut survivre sans permission. Lorsque Ibrahim Traoré prend le pouvoir en octobre 2022, le Burkina Faso n'est pas seulement en crise. Le pays est au bord de l'effondrement psychologique. Les attaques terroristes se multiplient. Des régions entières échappent au contrôle de l'État. La population ne croit plus aux promesses politiques. Et surtout, une question commence à circuler dans les rues de Ouagadougou: à quoi sert encore la présence française si l'insécurité continue de grandir? C'est dans ce climat que Traoré construit sa légitimité. Contrairement à de nombreux dirigeants africains formés dans les réseaux politiques classiques, il apparaît comme un officier issu du terrain. Son image fonctionne immédiatement parce qu'elle contraste avec celle des anciennes élites. Il parle simplement, il utilise un langage direct, et surtout, il donne l'impression de partager les frustrations de la population. Mais derrière cette image populaire, une stratégie beaucoup plus profonde se met en place. Traoré comprend rapidement qu'il ne peut pas consolider son pouvoir uniquement avec des discours patriotiques. Il doit identifier le centre réel du pouvoir dans la région. Et pour lui, ce centre dépasse les frontières du Burkina Faso. Il voit un système où la sécurité, l'économie, les ressources naturelles et même la monnaie restent liées à l'influence française. Le symbole le plus puissant de cette dépendance reste l'or. Le Burkina Faso fait partie des principaux producteurs d'or du continent africain. Pourtant, malgré cette richesse, une grande partie de la population continue de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Pour les partisans de Traoré, cette contradiction résume tout le problème. Un pays riche en ressources, mais pauvre en souveraineté. C'est là que son discours devient dangereux pour ses adversaires. Il ne critique plus seulement des gouvernements précédents. Il remet en cause tout un modèle économique hérité de la période postcoloniale. Selon cette vision, les matières premières quittent l'Afrique pendant que la valeur ajoutée, les profits et le contrôle financier restent ailleurs. Traoré transforme alors la souveraineté en arme politique. Il exige le départ des troupes françaises. Officiellement,
Ces forces étaient présentes pour lutter contre le terrorisme. Mais dans une partie de l'opinion publique, leur présence commence à être vue comme le symbole d'une influence étrangère devenue permanente. En expulsant ces forces, Traoré cherche donc un double effet, récupérer un contrôle militaire et envoyer un message psychologique. Ce message est simple, le Burkina Faso veut désormais décider seul. Mais cette décision provoque immédiatement des secousses diplomatiques. Paris perd un point d'appui stratégique au Sahel. Les relations deviennent plus froides. Les médias internationaux commencent à présenter Traoré soit comme un révolutionnaire courageux, soit comme un dirigeant dangereux, jouant avec le feu géopolitique. Et pendant que les tensions augmentent, une autre transformation apparaît. Le Burkina Faso se rapproche du Mali et du Niger. Deux pays également dirigés par des autorités militaires hostiles à l'influence occidentale traditionnelle. Peu à peu, un nouvel axe régional se dessine. Ce n'est plus seulement une crise nationale, c'est une réorganisation politique du Sahel. Cette évolution inquiète fortement les puissances occidentales. Car, si plusieurs États africains commencent simultanément à remettre en question les accords militaires, économiques et diplomatiques hérités de l'ancien système, alors le problème dépasse largement Ouagadougou. Ce qui est menacé, ce n'est pas seulement une alliance. C'est toute une architecture d'influence construite pendant des décennies. Traoré comprend également qu'un affrontement purement militaire ne suffit pas. Il faut créer une rupture culturelle. C'est pourquoi il soutient l'idée de renforcer les langues nationales et de réduire la domination symbolique du français dans l'espace public. Cette décision possède une valeur stratégique énorme. Elle touche à l'identité, à la mémoire et au sentiment de dignité collective. Mais plus il avance dans cette direction, plus les risques augmentent. Car chaque réforme retire du pouvoir à quelqu'un. Chaque rupture économique menace des intérêts. Chaque discours souverainiste fragilise des réseaux installés depuis longtemps. Et dans l'ombre, une question commence à devenir obsédante. Jusqu'où ses adversaires sont-ils prêts à aller pour stopper cette transformation avant qu'elle ne devienne irréversible? Les tensions explosent véritablement lorsque Ibrahim Traoré commence à accuser ouvertement des acteurs extérieurs de participer à la déstabilisation du Burkina Faso. À ce moment-là, le conflit change de dimension. Jusqu'ici, beaucoup voyaient encore son discours comme une posture politique destinée à renforcer sa popularité intérieure. Mais lorsqu'il affirme que des réseaux soutenus depuis l'étranger utiliseraient des pays voisins comme base de pression contre son gouvernement, il transforme une crise nationale en affrontement géopolitique régional. Les accusations visant le Bénin et la Côte d'Ivoire provoquent immédiatement des réactions nerveuses. Traoré affirme que certaines installations militaires serviraient indirectement des opérations hostiles contre le Burkina Faso. Paris rejette ces accusations. Les gouvernements concernés également. Pourtant, dans une partie de l'opinion publique sahélienne, ces déclarations renforcent une idée déjà très présente, celle d'une guerre d'influence cachée derrière la lutte officielle contre le terrorisme. Et plus cette idée se diffuse, plus Traoré gagne du terrain symboliquement, car il ne parle plus uniquement au peuple burkinabé. Il commence à parler à une génération africaine frustrée par des décennies de dépendance, d'instabilité et d'humiliation politique. Mais cette montée en puissance provoque aussi une riposte. Les pressions diplomatiques augmentent. Les critiques médiatiques se multiplient. Certains observateurs présentent Traoré comme un dirigeant imprudent, capable d'isoler son pays. D'autres l'accusent d'utiliser le nationalisme pour consolider un pouvoir militaire fragile. À l'intérieur du Burkina Faso, les tensions deviennent également plus dangereuses. Les élites liées à l'ancien système voient leur influence diminuer. Certains officiers craignent que le pays s'engage dans une confrontation trop grande pour ses capacités réelles. Pendant ce temps, les groupes terroristes profitent du chaos régional pour intensifier leurs attaques. C'est dans ce climat que la question des tentatives d'assassinat prend une importance énorme. Qu'elles soient totalement vérifiées ou amplifiées par le récit politique autour de Traoré, elles produisent un effet puissant. Elles transforment le président en symbole de résistance. Chaque menace contre lui renforce l'image d'un dirigeant encerclé parce qu'il dérange des intérêts majeurs.
Et Traoré utilise cette image avec intelligence. Au lieu d'apparaître comme un homme effrayé, il se présente comme un dirigeant prêt à sacrifier sa jeunesse et même sa vie pour son pays. Ses déclarations personnelles vont toutes dans la même direction. Le Burkina Faso traverse une guerre totale où les ennemis existent à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette rhétorique radicalise encore davantage le climat politique. Ses partisans voient désormais chaque critique comme une tentative de sabotage. Ses adversaires considèrent que le pays entre dans une logique de confrontation permanente. Mais au milieu de cette tempête, un détail devient essentiel malgré les menaces. Malgré les attaques, malgré l'isolement croissant, Ibrahim Traoré ne ralentit pas ses décisions. Au contraire, il commence à préparer quelque chose de plus ambitieux, encore non plus seulement résister au système ancien, mais construire un modèle capable de le remplacer. Et c'est précisément ce projet qui va rendre l'affrontement encore plus explosif. Ibrahim Traoré comprend une chose que beaucoup de dirigeants avant lui n'avaient jamais réellement osé. Affronter un pays ne devient pas souverain uniquement parce qu'il possède un drapeau, une armée ou un président. Un pays devient souverain lorsqu'il contrôle ses ressources, son financement, son énergie, sa production et surtout son récit national. C'est pour cette raison que sa stratégie ne se limite jamais au domaine militaire. Pendant que l'attention internationale reste concentrée sur ses discours contre la France et sur les tensions géopolitiques au Sahel, Traoré tente discrètement de construire une nouvelle architecture économique capable de réduire la dépendance extérieure du Burkina Faso. Le premier axe de cette stratégie concerne les ressources nationales. Depuis des années, l'or burkinabé attire des intérêts étrangers considérables. Pourtant, la richesse créée par ce secteur bénéficie peu à la population. Traoré transforme alors cette frustration en projet politique. Il veut renforcer le contrôle national sur les secteurs stratégiques et réduire la domination des compagnies étrangères dans l'économie locale. Cette approche lui permet d'envoyer un message extrêmement puissant. Les ressources du Burkina Faso doivent d'abord servir les Burkinabés. Mais cette logique crée immédiatement un conflit. Car derrière chaque contrat minier, derrière chaque accord commercial, derrière chaque réseau financier, se trouvent des intérêts politiques énormes. Modifier cet équilibre signifie toucher directement des groupes qui disposent d'influence internationale, médiatique et diplomatique. Traoré le sait parfaitement. C'est pourquoi il ne présente jamais ces réformes comme de simples mesures économiques. Il les transforme en bataille historique contre un système hérité de la colonisation. Ainsi, chaque réforme devient émotionnelle. Chaque décision prend une dimension symbolique. Et cette stratégie fonctionne. Plus les critiques étrangères augmentent, plus une partie de la population voit en lui un dirigeant courageux qui ose faire ce que les autres présidents évitaient depuis des décennies. Mais Traoré ne s'arrête pas là. Il comprend qu'un pays dépendant financièrement restera vulnérable même avec des discours souverainistes. C'est dans cette logique qu'apparaît le projet de banque étatique destiné à soutenir l'agriculture, les petites entreprises et certains projets énergétiques nationaux. L'objectif est clair, réduire la dépendance aux circuits financiers extérieurs et créer une capacité d'investissement contrôlée localement. En parallèle, il lance une offensive sur le terrain agricole. Pendant longtemps, plusieurs économies africaines ont privilégié l'exportation de matières premières au détriment de l'autosuffisance alimentaire. Traoré tente d'inverser cette logique. Il encourage la production locale, soutient les agriculteurs et présente l'agriculture comme un pilier de sécurité nationale. Car pour lui, un pays incapable de nourrir sa population reste vulnérable aux pressions extérieures. Mais l'élément le plus symbolique de sa stratégie reste probablement le projet Renaissance City. Officiellement, il s'agit d'un projet urbain ambitieux. Mais politiquement, c'est beaucoup plus que cela. Renaissance City représente l'idée que le Burkina Faso peut construire sans attendre l'approbation ou l'assistance permanente des puissances étrangères. Chaque route, chaque bâtiment, chaque infrastructure devient une démonstration politique. Traoré
veut prouver qu'un État africain peut produire sa propre modernité. Et ce projet possède une force narrative immense. Pendant que ses adversaires parlent d'instabilité, lui parlent de construction. Pendant que certains annoncent l'effondrement du Burkina Faso, lui montrent des projets, des investissements et une vision de long terme. Cette opposition d'image est stratégique, car Traoré sait qu'une révolution ne survit pas seulement grâce à la colère, elle doit aussi produire de l'espoir. C'est pour cela qu'il insiste constamment sur l'éducation, la formation technique et l'innovation. Il parle d'une nouvelle génération africaine, capable de bâtir un continent moins dépendant des anciennes puissances. Peu à peu, son influence dépasse le Burkina Faso. Au Mali, au Niger et dans plusieurs autres pays africains, des voix commencent à reprendre le même vocabulaire: souveraineté, autonomie, contrôle des ressources, rupture avec les anciennes dépendances. Et c'est précisément ce qui inquiète le plus les puissances occidentales. Car Ibrahim Traoré ne représente plus seulement un problème local. Il devient un exemple, un symbole, une preuve potentielle qu'un autre modèle politique africain peut émerger hors du contrôle traditionnel occidental. Mais plus son influence grandit, plus le danger autour de lui devient réel. Parce qu'à partir du moment où un homme commence à inspirer d'autres nations, il cesse d'être seulement un président. Il devient une menace stratégique internationale. À mesure que l'influence d'Ibrahim Traoré grandit, le Burkina Faso cesse progressivement d'être vu comme un simple pays en crise. Le pays devient un laboratoire politique observé dans toute l'Afrique. Et cette transformation produit des conséquences bien au-delà de Ouagadougou. Pendant des décennies, de nombreux États africains ont entretenu des relations étroites avec les anciennes puissances coloniales, particulièrement dans les domaines militaires, monétaires et économiques. Ce système avait créé une forme de stabilité, mais aussi une dépendance profonde. Traoré attaque directement cette logique. Le problème pour ses adversaires, c'est que son discours commence à produire des imitations. Au Mali, les autorités militaires renforcent également leur rupture avec la présence française. En Niger, les tensions avec les partenaires occidentaux explosent à leur tour. Dans plusieurs pays, des mouvements populaires réclament davantage de contrôle national sur les ressources naturelles, même lorsque les gouvernements ne suivent pas totalement l'exemple du Burkina Faso. Une chose devient visible: le débat a changé. Avant, la question était de savoir comment coopérer avec les puissances occidentales. Désormais, une autre question apparaît: jusqu'à quel point cette coopération a-t-elle empêché l'autonomie africaine? C'est précisément ce déplacement idéologique qui donne à Traoré une importance continentale. Mais cette montée en puissance provoque aussi des risques énormes, car plus le Burkina Faso s'éloigne des réseaux traditionnels occidentaux, plus il s'expose à l'isolement diplomatique, aux sanctions économiques potentielles et aux campagnes de pression internationale. Et surtout, le pays reste confronté à une réalité brutale: l'insécurité. Malgré les discours souverainistes, les groupes armés continuent de représenter une menace majeure. Certaines régions restent fragiles. L'armée doit gérer plusieurs fronts à la fois. Et chaque attaque terroriste devient immédiatement un test politique pour Traoré. Ses opposants utilisent ces difficultés pour l'accuser d'avoir aggravé les tensions avec l'Occident sans apporter de solution définitive à la crise sécuritaire. Mais lui retourne constamment cette critique. Il affirme que les anciennes stratégies ont échoué pendant des années et que le Burkina Faso n'a plus le choix, soit continuer dans la dépendance, soit accepter une période de confrontation difficile pour reconstruire sa souveraineté. Cette logique séduit particulièrement une jeunesse africaine fatiguée des discours diplomatiques traditionnels. Pour beaucoup de jeunes, Traoré représente un dirigeant qui parle avec fierté, refuse de s'excuser et place les intérêts nationaux au centre de ses décisions. Cette image devient extrêmement puissante sur les réseaux sociaux africains, où il est parfois présenté comme le visage d'un réveil continental. Mais cette popularité crée aussi un danger personnel immense. L'histoire africaine est remplie de dirigeants ayant tenté de rompre avec les anciens systèmes avant d'être renversés, isolés ou trahis de l'intérieur.
Traoré le sait. C'est pourquoi il insiste autant sur la loyauté, l'unité nationale et les alliances régionales. Il comprend que la menace la plus dangereuse n'est pas toujours visible. Un coup d'État interne, une fracture militaire ou une perte de soutien populaire pourrait détruire son projet beaucoup plus vite qu'une pression étrangère directe. C'est pour cette raison qu'il cherche constamment à maintenir un lien émotionnel avec la population. Il ne veut pas apparaître comme un technocrate distant. Il veut rester l'image d'un dirigeant issu du peuple, partageant les mêmes sacrifices et les mêmes dangers. Mais plus le temps passe, plus une autre question devient centrale. Que se passera-t-il si son modèle survit? Car si le Burkina Faso réussit à stabiliser son économie, renforcer son armée et conserver sa ligne souverainiste malgré les pressions, alors l'effet psychologique sur le continent pourrait être immense. Cela signifierait qu'un État africain a réussi à défier l'ancien équilibre géopolitique sans s'effondrer, et c'est précisément cette possibilité qui transforme aujourd'hui Ibrahim Traoré en symbole mondial d'une Afrique qui ne veut plus simplement résister, mais redéfinir sa place dans le monde. Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir dans un pays blessé par l'insécurité, la pauvreté et la perte de confiance. Mais, en quelques années seulement, il a transformé cette crise nationale en affrontement politique international. C'est ce qui rend son parcours si explosif. Car il ne s'est pas contenté de gouverner le Burkina Faso. Il a attaqué des symboles que beaucoup considéraient intouchables, présence militaire étrangère, domination économique, dépendance monétaire, influence culturelle et contrôle politique indirect. Chaque décision a créé une onde de choc. Pour ses partisans, il représente le courage d'un continent qui refuse enfin de rester soumis à des systèmes hérités de la colonisation. Pour ses adversaires, il incarne un dirigeant imprévisible, capable de déstabiliser tout un équilibre régional. Mais au-delà des discours et des polémiques, une réalité reste impossible à ignorer. Ibrahim Traoré a déjà modifié le débat politique africain. Avant lui, peu de dirigeants osaient parler aussi frontalement de souveraineté totale face aux anciennes puissances coloniales. Aujourd'hui, cette idée circule partout, dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les mouvements panafricains et même dans certains gouvernements voisins. Et c'est précisément là que réside la véritable inquiétude des puissances qui observent le Burkina Faso. Un homme peut être isolé, un gouvernement peut être sanctionné, mais une idée qui commence à se répandre à travers plusieurs nations devient beaucoup plus difficile à arrêter. Pourtant, l'avenir de Traoré reste extrêmement fragile. Les menaces sécuritaires continuent. Les tensions diplomatiques restent fortes. Les ennemis extérieurs existent toujours. Les rivalités internes également. Et l'histoire montre que les dirigeants qui défient les grands équilibres géopolitiques paient souvent un prix immense. Mais jusqu'à présent, chaque tentative de pression semble avoir produit l'effet inverse. Plus Ibrahim Traoré est attaqué, plus son image de résistant se renforce. Plus il est contesté, plus une partie de la jeunesse africaine le considère comme le symbole d'une nouvelle époque. C'est ce qui transforme aujourd'hui le Burkina Faso en terrain d'observation pour tout le continent. Car derrière la question du destin personnel de Traoré se cache une question beaucoup plus grande. L'Afrique peut-elle réellement construire un modèle indépendant sans rester sous l'influence des grandes puissances mondiales? Et pour beaucoup, le Burkina Faso tente déjà de répondre à cette question. Et si Ibrahim Traoré parvient à maintenir cette trajectoire malgré les pressions, alors ce qui se joue actuellement à Ouagadougou pourrait devenir le début d'un basculement historique bien plus vaste que les frontières du Sahel.